Alors merci d'être là. Je vous présente mes camarades dans un instant. Auparavant, je voulais quand même qu'ils sachent à qui ils avaient préparé à déjeuner. Et donc, Jérôme Arnaud Wagner, c'est quelqu'un de très particulier puisqu'il a vécu un drame personnel et il a décidé de le partager, de le transmettre. Et on s'est rendu compte de l'universalité puisque finalement, quand il a écrit son histoire, c'est devenu un best-seller et ça va devenir un film très très bientôt. Et cette histoire personnelle, c'est une histoire d'amour fulgurante, fusionnelle, pendant 6 ans, avec une femme merveilleuse qui va décéder, disparaître à la suite d'une erreur médicale. Il y aura 2 enfants, il y en a un qui est avec nous aujourd'hui. Ils ont 4 ans au moment de la disparition. Et donc, je vous laisse dire la suite de l'histoire, pourquoi c'est important pour vous de la raconter et pourquoi vous l'avez écrit dans quelque chose qui n'était pas destiné à être un livre, puisqu'au départ, c'était juste quelque chose pour les enfants. C'était aussi pour témoigner que l'amour est une force qui continue à vivre après la mort et que, voilà, que c'est une force universelle. Et je crois que dans les temps qui courent, où il y a tellement de violence, où il y a tellement de prêcheurs de mort, de parler d'amour, d'être un écrivain de l'amour, c'est, je pense, quelque chose que j'ai envie de transmettre. Oui. Voilà. Et il est donc devenu écrivain à cause de cette histoire, si j'ose dire. C'était son rêve d'enfant. Voilà, Brigitte est très sensible, elle est déjà dans l'histoire. Alors, Brigitte, elle n'a pas fini de pleurer. Puisque ça, c'est son nouveau livre. Et là, il l'a écrit pour ses enfants, La vie ou l'amour. Le pitch, ce serait quoi aujourd'hui? On dit comment? C'est de montrer que c'est mes fils qui m'ont aidé, en fait, à continuer, à reprendre goût à la vie. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, je reste sur Terre comme un devoir, en fait. Oui. Et en réalité... non, j'ai vraiment bien fait de rester parce que j'avais de très bonnes surprises qui m'attendaient. Il y en a une qui est là, en chair et en os. Surprise. Et donc, c'est Mathieu. et donc, Mathieu, en dehors d'être le clone de James Dean, donc, et le fils. C'est vrai, impressionnant. Je n'en dirai pas plus. Impressionnant. Et donc, voilà, on nous a raconté son point de vue tout à l'heure. Et puis, Jean-Christophe, un ami depuis 30 ans, qui a connu finalement, Jean-Christophe, lui, a connu Jérôme Arnaud à la fois avant, pendant et après. Donc, il peut nous parler de ces enseignements finalement qu'on peut retirer de cette expérience. Alors mes camarades, je vous les présente tout de suite. Marc de la Ménardière, figurez-vous qu'il fait partie de ceux qui ont eu le courage de faire des changements de vie. Il travaille dans une multinationale et il a tout arrêté pour faire le tour du monde. Il était en quête de sens. De quoi on va parler aujourd'hui, Marc? On va parler d'une autre personne qui était en quête de sens, qui s'appelle Athénaïs, qui travaillait dans la finance et son père est tombé malade, donc elle a décidé de changer de vie pour aller avec son père s'occuper des vignes de sa famille. Donc on va parler de ça dans un sens. Ça vous parle ce genre de choses? Parce que vous aussi, vous avez changé de vie. Moi, j'ai complètement changé de vie. J'étais HEC, cadre dans longue, dans les groupes. Et j'ai décidé de devenir artiste, de devenir écrivain, de monter une boîte de production de films, de travailler dans l'univers du spectacle. Enfin, voilà, j'ai tout changé. Le parcours classique. Le nouveau parcours classique. Oui. Alors Brigitte pour cette autre petite fille. Alors Brigitte, on s'est connus il y a 16 ans et demi. Elle est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Brigitte, on va parler de quoi? Alors à propos de transmission familiale, j'ai emmené le petit, je l'ai emmené au cinéma. On est allé voir un film qui nous a bouleversés. Et maintenant, vas-y, parle-en parce que tu. Non mais d'accord, faut faire le boulot. Avec Brigitte, il faut faire un petit peu le boulot. Fais un peu. Oui, alors, oui, parce que comme tu le sais, Fred, vous ne savez pas, j'ai vécu, moi, j'ai été, je dis souvent mère au foyer, d'accord. Je me suis occupée de mes enfants, je suis partie à l'étranger, et là, je suis partie pendant 4 ans, j'étais en Turquie, et donc j'ai un petit peu raté les choses qui étaient au cinéma. Il est sorti au cinéma, là, voilà. Et je suis revenu cet été, et j'avais raté ce film qu'elle a voulu absolument me faire voir. Qu'on peut toujours voir. Qu'on peut toujours voir, qui est en ce moment au cinéma. Non, ce n'est pas celui-là. Les visiteurs. Non plus. C'est Le potager de mon grand-père. Avez-vous entendu parler de ce film? Non. Documentaire. C'est un film documentaire qui est beau, émouvant. En fait, c'est l'histoire de Martin, qui est un réalisateur de films et qui est très proche de ses grands-parents. Et en 2013, sa grand-mère décède, d'accord. Et là, il prend conscience que le temps passe et qu'il faut profiter des gens qui sont encore là et vivre avec eux. Et il décide, cet homme, de faire un documentaire sur son grand-père. Alors son grand-père, papy, comme il l'appelle, il s'appelle Vincent, c'est un homme de la terre. Il a 85 ans. Avec sa défunte épouse, il s'occupait de leur jardin. Ils avaient un très beau jardin. Et depuis qu'elle est décédée, eh bien, le grand-père n'a plus le cœur. Il n'a plus trop la pêche, quoi. Alors, Martin décide de lui consacrer un documentaire pour lui redonner un petit peu le goût de la vie. Et aussi parce qu'il a envie que
tout ce que sait ce grand-père sur comment on s'occupe de son jardin, tous les secrets de la nature, parce qu'il a un jardin sans pesticides, qui fonctionne avec les saisons, où il récupère ses semences, il les replante. Et Tu racontes l'histoire de Brigitte. non, mais je vous explique. L'histoire du potager. Mais pourquoi il y a un suspense Ah ouais, va-t-il y à avoir la fin, des- il y a une tomate. Non, mais il a envie d'apprendre les secrets de son grand-père. Et c'est un film merveilleux sur la transmission Vous avez l'abondance, j'imagine. des savoirs. Et le mieux, c'est de regarder. Mais on va la regarder dans un instant, mais je voulais entendre finalement à quel point ça vous touche, parce que vous m'avez parlé de votre grand-mère. Ça me touche énormément. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les étincelles du bonheur sur ma grand-mère. Voilà. Ah oui, Enfin, sur mes grands-parents et en particulier ma grand-mère, d'accord. qui vivait à Nîmes dans une maison qu'on a toujours, qui est une maison aussi avec un jardin, avec des figuiers, avec couvert de vignes vierges, enfin comme on voit dans les films, et qui est une maison familiale qu'on a de génération en génération, qui ont vécu. Et ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? En fait, Cette étincelle du bonheur. oui, en fait, elle disait toujours, tu sais, dans la vie, il y a le bonheur toute la vie, parfait, ça n'existe pas. Par contre, il y a des étincelles de bonheur. Mhm. Ces étincelles de bonheur, elles te permettent de durer toute une vie parce que finalement, elles sont toujours au fond de toi, elles crépitent au fond de toi. Et moi, quand je regarde les étoiles, je pense à ma grand-mère parce que je me dis que, voilà, que ces âmes disparues, elles sont toujours là et c'est des étincelles de bonheur pour ma vie. C'est hyper beau. Mais- Perdant poétique. Et son pote qui dit parle bien, non? Il parle très bien. Allez, on prend tous l'accent de Luc. Non, non, non. Et donc, on peut regarder la bande-annonce Le potager de mon grand-père. Regardez. Papy, descends. Maintenant, ça fait 2 ans que j'en ai pas planté depuis la mort de ta grand-mère. Mais je vais recommencer là. Ah, je vais rattraper le potager. J'ai 85 ans, hein. Et tu sais, Pichon. Bon, mais ça, mais j'espère être là, ne t'inquiète pas. J'espère être là. Et je te transmettrai ma façon de cultiver. Regarde comment je fais, tu recopies. Comme le grand-père m'avait montré à l'époque. Ça fait 70 ans de ça. J'adore le look de mon grand-père. Alors là, il a un look qui déchire. Alors les chaussettes et le parapluie, c'est... Extraordinaire. Et je les ai toujours pas arrosés, papy. Arrête. Je te l'ai pas dit, mais je te les ai arrosés. Ah, arrête un peu. Tu me les as arrosés? Ah, ben, bien entendu. Première petite tomate. Et c'est très émouvant, en plus cet accent du Midi que je connais bien, moi qui chante, ça, voilà, je pense que les générations transmettent des choses qui ne s'éteignent pas avec elles, et voilà, je trouve formidable cette initiative de faire un film sur son grand-père, je trouve ça extraordinaire. Mathieu. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un beau film où il y a cette transmission un peu du grand-père au petit-fils. Et je pense que... Ça vous donne envie de le voir? Oui, ça donne envie de le voir, ouais. Alors, vous qui l'avez vu, Brigitte. Ben, moi, je dois avouer que quand j'ai vu ce petit papy, il m'a fait penser à mon grand-père paternel qui avait un petit potager à côté de Paris quand j'étais petite, et il avait les mêmes gestes. Mais à 85 ans, ce monsieur à 85 ans, il était plié, mon grand-père, pareil que lui, il n'arrêtait pas de la journée, il traficotait dans son jardin. Moi, ça m'a touchée. Et en plus, ce petit papy, il est très tendre et très costaud en même temps. Enfin, moi, il m'a émerveillée. Et son jardin, on a tous envie de faire un potager quand on a vu ce qu'il fait. Voilà. Marc, toi qui as arrêté de travailler dans une multinationale, puisque pour devenir presque maraîcher, tu dis maraîcher? Moi, je me suis formé au maraîchage. Ah Ouais.
Ah bon, dis-moi, Pas tout dit. Et donc, le film. Moi, ce qui m'a touché, c'est et ce que j'avais aussi vu dans Quête de sens, c'est à quel point les anciens sont des bibliothèques et qu'on met un peu de côté. Et là, surtout dans notre civilisation, alors qu'il y a des trésors de savoir. Et après, quand ces personnes-là s'éteignent, ce qu'on perd, en fait, c'est vraiment le patrimoine mondial de l'humanité, puisque c'est ce que son grand-père lui avait transmis, qui retransmet à nouveau. Donc, c'est de prendre soin de ces personnes-là et de récupérer tout ce savoir pour faire de l'agriculture autrement, puisque même dans le monde, c'est 90% de l'agriculture, c'est de l'agriculture, on dit paysanne ou familiale, donc c'est ce type de savoir-faire. Et donc 90% des exploitations n'ont pas de tracteurs dans le monde. Donc il y a un vrai savoir-faire, on a su nourrir l'humanité avec ces techniques-là, donc c'est important de les préserver, de les garder. Et toi, Luc? Qu'est-ce qui t'a touché? Moi, ce qui m'a touché, c'est déjà le fait que mes grands-parents, je ne les ai plus. Et donc, je dis à ces gens qui en ont encore, profitez-en, vraiment. Bon, je te demande pas si le film t'a ému. Et ce qui, moi, m'a beaucoup touché dans ce film, c'est vraiment tout l'amour et la bienveillance qu'il y a entre ces deux personnes. Ça, c'est hyper émouvant. La relation a l'air très La relation, elle est Incroyable. Elle est extra, quoi. Et on nous donne assez peu de ce type d'images à voir de nos jours, que ce soit à la télé, au cinéma et tout ça. Donc, allez-y, quoi. Et le réalisateur, parce qu'il y a une assiette, on n'est pas dupe. Voilà, ouais. Il y a une assiette, il est là. On a fait venir Martin Esposito, qui est le réalisateur de ce film. Tu vas le chercher? Ouais, génial, j'ai envie de savoir. Et effectivement, moi je me rappelle de mon grand-père dans le potager aussi, et il m'apprenait à distinguer les concombres des cornichons. Bien sûr. Tu sais. Pas toujours, parce que... Ah bon, parce qu'on sait. Non, parce que moi il m'avait dit que c'était la même chose qui grandissait, et ma maîtresse en CM2 m'avait pas cru. Non. Donc j'avais été humilié. Il paraît que non. Mais il paraît que... Non. Mais enfin voilà, On va c'était demander complètement à bonjour. Ah, Martin, pardon. Écoutez, soyez le bienvenu, simplement quand vous arrivez, tout le monde a les larmes aux yeux. Bonjour. Donc, bonjour, bienvenue. Merci. On est ravi de vous recevoir. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Je présente Asseyez-vous. mes invités, Jean-Christophe, Mathieu, Jérôme Arnaud. En fait, on est bouleversés. Moi, j'ai pas vu ce film, mes camarades m'ont évidemment donné très très envie de voir. On peut le voir encore en ce moment? Bien sûr, ouais. Il est en salle en ce moment. Beaucoup de projections débat. Le film continue à vivre, c'est Donc, génial. Donc on va sur un site, j'imagine, le potager de mon grand-père. Ouais. Et là, il y a les dates de projection. Et ça vous donne, ça vous émeut encore d'en parler, j'ai l'impression. Ouais, parce que là, c'est la saison des champignons bientôt. Et c'est un truc, c'est génial. Je vais pouvoir découvrir les champignons sans la caméra cette fois, avec le grand-père. Il est toujours là, le grand-père, il va bien? Oui, super. Il a la forme, là, il est sur les starting blocks. C'est Quel âge il a maintenant? 87 ans. Il est en forme. Ouais. Super. Et réaction quand il a vu le film? Le soir, il m'a dit que le film était génial, mais le lendemain matin, il est venu me réveiller à 6h du matin. Il m'a dit, mais tu peux changer le montage? Et j'ai dit, non, mais le film, il est fini. Si, il faut que tu changes le montage. Et Vous en dites fait- pourquoi? Et en fait, j'ai dit, mais pourquoi? Il me fait, mais on voit pas assez de tomates dans le film. Et, Mais heureusement qu'il ne travaille pas à Hollywood. On ne voit pas assez de tomates. Non, mais voilà, on sent bien qu'évidemment, il y a beaucoup de sens et beaucoup de messages, je le sens bien dans le film. Et encore une fois, j'ai très envie de le voir. C'est qu'il y a cette histoire de potager, et il y a cette histoire de transmission, et puis il y a tout simplement votre relation avec lui. Ouais. C'est-à-dire que vous parlez de son look, vous avez un côté moderne et rock'n'roll, et lui dans son monde à lui, et vous rentrez dans son monde en fait. oui, c'est ce qui m'a aidé après Super Trash, parce que j'ai fait un film juste avant sur les déchets, et j'avais besoin de faire un retour vers la terre, un retour vers les choses simples. C'est pas un cliché. Les déchets produits par notre société. Par notre société de consommation. Et en fait, après la mort de ma grand-mère, j'ai compris qu'il fallait absolument pas perdre cette transmission. C'est pour ça que j'ai passé 2 ans dans le potager de mon grand-père. En fait, il passe 80% de son temps entre sa cuisine et son potager. On aurait pu mettre la cuisine dans le potager. Et c'était un retour à l'essentiel. Ça a peut-être un peu cliché pour certaines personnes, mais finalement, de se coucher tôt, de manger sa propre cuisine, c'est qu'on a tellement cultivé. ce qu'on a C'est ça, cultivé. c'est Donnez-nous génial. les sensations. Après, on verra comment on peut intellectualiser tout ça et voir en quoi notre société fait parfois fausse route. Mais juste dans les sensations, finalement. Passer 2 ans avec un grand-père d'une autre génération, dans un potager, vous qui avez voyagé, etc. Ouais. C'est quoi les sensations nouvelles, justement, qu'on oublie quand on est citadin? Les sensations, c'est finalement d'arrêter d'être dans une forme de projection, c'est de revenir au moment présent, c'est de laisser le temps au temps. En fait, j'ai vu quelqu'un qui continuait et qui continue à aller vers la vie. Et c'est génial, ça donne la pêche.
Ça donne envie de se lever le matin super tôt, C'est quoi Et- super tôt? 5 heures du matin. Et, Et pourquoi 5 heures? Parce qu'il faut arroser avant qu'il y ait le soleil. Voilà, ouais. Et puis il faut travailler. C'est plus facile de travailler dans le potager quand il n'y a pas le soleil, mais c'est de voir quelqu'un qui, à son âge, a cette pêche, c'est génial. Mhm. Bon, est-ce qu'il y a un petit extrait qu'on peut regarder? Alors, Ben oui, il y a des images très fortes dans ce film, et en particulier, on voit toute la tendresse qu'il y a entre votre grand-père et vous. Et moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est qu'il a des semences qui datent de son arrière-grand-père, Ouais. dont il se sert encore. Transmise de Oui. génération en génération. Moi, je suis en admiration devant notre papy. Bon, on regarde un extrait. Là, elle a trop resté dans la terre. Celle-là aussi, oui. Quand il y avait ta pauvre grand-mère, elle adorait les noisettes. Vincent, tu me casses casse-noisette. Alors, je prenais le casse-noisette ou alors un petit marteau, la planche à couper la viande, clac, 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 clac. Je n'avais pas fini, elle les décortiquer, elle les mangeait. Et malheureusement, maintenant, tu vois, je ramasse ça, ça va rester là-dedans. Ta grand-mère, elle n'est plus là. Mais nous, on est là, papy. Et je le sais. Aujourd'hui, la journée, elle est comme ça. Il pleut et on est triste. Ça fait rien, ça passe, fais-toi pas de soucis. Va. Bon, allez, mon papy, allez. La vie, elle est belle, mais elle est con. Waouh, c'est un philosophe, votre papy. Là. Oui. Il est belle, mais elle est con. Ah ouais, il est trop. Alors, moi, je vais intellectualiser, forcément. Non, mais ça résonne avec ce que vous avez vécu. Oui, Oui, c'est un évidemment. veuf et c'est ce que vous racontez dans vos livres. Déjà, c'est vrai que je repense aux dernières paroles de Candide de Voltaire, hein, cultiver son jardin. Absolument. Oui. Cultiver son jardin, c'est le secret du bonheur. Le potager, c'est la vie, la nature, c'est la vie, et surtout lorsque, effectivement, c'est fait dans des conditions qui sont des conditions naturelles. Moi, je crois énormément aux transmissions des savoirs. Il y a énormément de savoirs, comme vous dites, qui se perdent malheureusement. Et je crois que dans une époque qui va de plus en plus vite, au monde d'Internet, où on zappe tout le temps, c'est extrêmement important, mais même vital, qu'on sache sauvegarder ces savoirs-là et qu'on écoute les anciens. Chez nous, on passe beaucoup de temps à table, justement. Mhm. Parce que c'est un moment où on se retrouve. Et je sais que, par exemple, mes copains et tout ça, eux, passent beaucoup moins de temps à table que Ils sont nous. surpris à chaque fois. Et ils sont surpris. Et pour que- vous, c'est important. Et pour moi, c'est très important et c'est des moments dont on profite. On fait la qu'on aime. cuisine ensemble, ils s'y mettent aussi, Ouais. voilà. Et puis c'est vrai que souvent on invite aussi ma belle-mère, enfin, la famille. Et c'est vrai que quand il y a plusieurs générations à table, finalement il y a des choses qui se passent. une Passer communion, du ouais. temps ensemble, comme disait le poète, je vous laisse trouver son nom. Le temps, c'est de l'amour. Pascal Obispo. Et donc, est-ce qu'il y a un autre extrait? Oui, justement. Moi, comme je le disais au début, vraiment, c'est votre relation avec votre grand-père qui m'a beaucoup ému dans l'amour qu'il y a entre vous. Et puis, dans cette phase de transmission. Hein, il a envie de vous apprendre et vous avez envie d'apprendre. Ouais. On regarde un petit extrait. C'est la semence de brocoli, ça. Et elle est sacrée. Regarde comment je fais, tu recoupes. Comme le grand-père m'avait montré à l'époque. Ça fait 70 ans de ça. Même plus. Tiens, regarde déjà. Tout ce qu'il y a. Tu veux essayer? Ouais. Ouais. Et alors, il faut toujours avoir la curiosité de faire. Et on apprend. Tiens, tu me filmes? Alors, le petit cadran, là, il faut qu'il soit sur toi. Voilà. Ok, yes, banane.
Voilà, fais-toi pas de soucis que je me... Voilà, extra. Donc je prends ça, papy? Oui, voilà, le morceau, à petit, voilà, comme ça. Hein? Donc il vous apprend des choses et vous lui apprenez à filmer. Ouais. Il fait ses propres semences. Ça aussi, c'est important. C'est C'est que très pas important. des semences produites par des multinationales. Ah oui. Avec des semences, ça, je l'ai appris vraiment dans le documentaire En quête de sens de Marc, hein, avec obsolescence programmée. C'est-à-dire des semences qui ne sont pas valables l'année d'après, donc il faut quand même en racheter. Ouais, ou alors c'est interdit, c'est toute cette vague en fait de criminalisation de l'autonomie en fait et de pas laisser les gens être capables de voilà replanter ces graines parce que voilà ça empêche des personnes de faire un petit billet sur le Un petit billet du gros Ouais, business. oui. j'avais vu ça une fois sur Facebook, c'était genre il y avait David Rockefeller et Bill Gates, c'était une blague mais c'était genre il y avait un coucher de soleil et puis il y en a un qui dit ah un coucher de soleil qu'est-ce que c'est beau et l'autre il dit mais quand je pense que c'est gratuit ça me fout la rage. Et je pense que ça c'est symptomatique d'une vision Mais d'une bien partie sûr. de notre élite qui est tout ce que le travail que fait la nature et de ces semences qui sont préservées depuis des générations et des générations, et ben ça doit appartenir au marché. Donc ça les stress ce que fait ton grand-père. Donc c'est bien, c'est un vrai acte de résistance. Parce que c'est ça qu'on apprend aussi dans son film. C'est que chaque année, ok, il fait pousser ses légumes, ses fruits, et puis il en récupère les graines pour pouvoir les replanter plus tard. Enfin, c'est un cercle fermé, il n'a besoin de personne. Et ça, attendez, pourquoi vous dites que c'est interdit, ça? Après, c'est compliqué, mais c'est l'idée que les semenciers en fait modifient ou sélectionnent pour les agriculteurs les meilleures semences dans un catalogue du CNIS, qui est le catalogue officiel. Et en fait, si on n'est pas dans ce catalogue-là, en fait, on n'a pas le droit de De les planter? Pas de les planter, mais on n'a pas le droit en fait de les échanger ou de les revendre en fait. Donc c'est en train de changer. Il y a des lois qui sont en train de passer, mais au départ c'est ça l'idée, c'est de se dire que voilà il y a un travail qui a été fait. On oublie tout le travail qui a été fait en amont, et donc maintenant il y a des brevets et donc les variétés appartiennent à des industriels. D'accord. Quand même. Bon. Mais c'est pas le principe que quand la tomate pousse, en fait, elle peut pas on peut pas utiliser les graines. Oui, il y a la graine Terminator, ils ont imaginé ça là. Mais c'est l'idée voilà qu'une fois que la graine elle est plantée, en fait derrière elle est pas capable de se reproduire en fait, donc elle se suicide. C'est la graine qui suicide. Bon, alors, ce film, il vous donne vraiment envie de le voir ou pas? Mais en tout cas, ça me donne envie de vivre la même chose. C'est ça. Voilà, de Je suis d'accord avec vous. On a envie d'y être dans ce jardin avec eux. Parce quand tu verras le film, il arrête pas, hein, son grand-père. Il y a il fait des bocaux, il fait des tomates. Il y a 2 tables là de bocaux de tomates. On se dit, il doit faire des gueuletons tout le temps. On a envie qu'il nous invite, quoi. On a l'impression qu'il mange tout le temps et qu'il travaille tout le temps. C'est Mais vous incroyable. pouvez y aller quand vous voulez. Bon, C'est vrai C'est-à-dire qu'il vous a autorisé à nous inviter chez lui? Ah, quand vous voulez. Il y a aucun problème. Ok. Moi, je rigole va pas. venir. On va nous le dire 2 fois. Vous nous avez donné envie. Merci les camarades. Le potager de mon grand-père. Merci vraiment d'être là. Et alors Marc, tu nous disais que finalement des changements de vie, il y en avait plein sur Terre et on Il pouvait y en a passer... de plus en plus, le job out, ça devient une tendance. D'accord. Job out. C'est quoi le Genre, job on laisse un peu son travail parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens et on accepte des fois de se mettre dans une précarité créative et on prend ce risque-là. Donc il y en a, ça augmente un peu. Et donc moi j'ai rencontré Athénaïs. Donc Athénaïs qui avait fait des études de finance et qui réussissait très bien. Donc elle a une mère qui faisait de la finance et un père qui travaillait dans un vignoble. C'était la propriété familiale. Et donc elle fait ses études brillantes et à un moment elle se dit allez je vais faire une petite pause et elle part en Amérique latine pendant 1 an. Là en voyageant elle découvre le woofing, c'est dire qu'on offre sa force de travail et on est nourri et logé. Et en fonction, voilà. Et donc, c'est un échange. Et donc, en faisant ça, elle découvre l'agriculture biologique. Donc, elle s'interroge. Et là, son père tombe encore plus malade. Il était déjà un peu malade. Et le vignoble de la famille, qui était avant laissé à un fermier, dit, bon, moi, je lâche les terres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, elle rentre. Il y a un grand conciliabule familial. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ces terres? Et elle dit, bah, moi, j'ai envie de reprendre. Et donc là, on a été la voir. Et ça fait maintenant 10 ans qu'elle est installée. Et elle va nous expliquer un peu son changement de vie. Bonjour, Bonjour, eh bien Marc, Athénaïs. enchanté Athénaïs. Alors on est où ici? On est sur la colline de Berru qui est la plus en altitude aussi à Chablis. Donc on est dans un lieu où il y a un microclimat, une petite brise. Mon domaine fait 15 hectares. Ouais. On a 15 hectares qu'on travaille en biodynamie. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pesticides, pas d'herbicides. Et là on a le temps de faire un petit tour? Oui, bien parce sûr, que on peut descendre là. Ouais. Alors cette année, c'est des toutes petites grappes de raisin. On a eu un gel historique. On a évalué à presque 90% notre perte de récolte.
C'est colossal. Bah ouais. Les grappes qui ont poussé sont toutes petites. Je vous laisse essayer, mais C'est un petit peu dur déjà là. ouais, ça risque d'être pas encore tout à fait bon, mais Pas tout à fait bon. C'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est acidulé. Cette passion pour la vigne, toi tu as ça depuis que tu es toute petite? oui et non. J'ai grandi, c'est vrai, dans cet univers de vigne, puisque mon père était vigneron. Avant de me lancer dans cette aventure, je travaillais dans la finance. Je commençais vraiment à me poser des questions sérieuses sur mon futur et je trouvais pas ces réponses dans le monde dans lequel j'évoluais. Et à la même époque, mon père a eu des gros problèmes de santé et je me suis dit c'est impossible, on peut pas se séparer de ces vignes. Et puis après, c'était la grande inconnue. Je n'avais aucune idée en fait de vraiment la manière dont ça allait se passer. J'ai perdu mon père, donc j'ai pas vécu de première vendange avec lui. Donc ça a été un démarrage un peu difficile. En même temps, ça m'a donné encore plus l'envie et l'énergie de me lancer à 3000% dans cette aventure. When I was a young boy, I would dream of flying. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui avez transmis à Athénaïs justement cette passion pour la nature? Pour les vignes, c'est venu d'elle, avec bonheur. Et surtout de papa quand même. Voilà, de ton père, peut-être de l'environnement familial quand même. Vous avez ressenti quoi quand elle vous a annoncé qu'elle allait reprendre le vignoble? Ça m'a fait très plaisir, mais en même temps j'étais inquiète. Inquiète pour elle parce qu'elle elle abandonnait une activité où elle était excellente pour une activité difficile. Je vais en profiter pour te présenter mon équipe. Il y a Antoine qui travaille dans les vignes avec moi depuis quelques années et puis Gaël qui travaille en cave. Là, tout se passe bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors combien on arrive à mettre de caisses là 90 caisses, 90 caisses? pile poil, en Bon. tassant un peu. Bon bah super. Il y a tout un réseau d'entraide vraiment assez génial qui s'est mis en place grâce à des amis vignerons d'autres régions, des régions qui n'ont pas été touchées par ces aléas. Et ils ont la générosité de partager une partie de leur récolte avec nous. Donc on est en train de s'équiper pour aller chercher ces raisins. Pour nous, c'est un moyen de garder une énergie positive, de faire du vin et de retrouver la pêche dont on a besoin pour continuer et surmonter cette année qui a été vraiment très très difficile. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert le gel et que peut-être 90% de la récolte était perdue? Déjà, on était abattus. C'est décevant parce qu'on travaille tout l'hiver, on calcule, on fait un travail en fonction de ce qu'on veut pour la récolte. Voilà, c'est compliqué. Attention à la tête. Le coffre-fort. T'approches un petit peu ton verre. Voilà. On goûte. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Fruité, minéral, profond. Si tu fais le bilan un peu déjà de ces 10 ans, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce changement de vie et les enseignements que tu retiens de tout ça? Je retiens qu'un changement de vie, c'est quelque chose, il ne faut pas passer à côté. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. Est-ce qu'il y a un moment où tu as regretté d'avoir fait ce choix? Non, sincèrement, malgré la difficulté, jamais. Ça a donné un sens à ma vie. Si ton père il te regarde, tu crois qu'il se dit quoi? Mon père n'était pas du tout objectif. On avait une relation très proche, alors oui, je pense qu'il me soutient à fond. Oui, c'est des moments où je me dis, c'est un de mes anges gardiens. Réaction. Jérôme Arnaud, vous êtes là pour nous parler de la mère de vos enfants, qui est votre ange gardien, et là on entend exactement les mêmes mots. Oui, c'est très touchant. C'est à la fois un changement de vie, comme moi j'ai pu le vivre aussi, et c'est en même temps reprendre
l'activité familiale. Donc il y a aussi en même temps, on change de vie et en même temps on continue ce qu'ont fait nos anciens. Donc je trouve ça magnifique. C'est vrai que moi j'ai le sentiment d'avoir, je vous l'ai dit, plusieurs anges gardiens. Il y a ma femme au ciel, il y a ma grand-mère. Et je crois que tout ce qui m'arrive de beau est aussi encouragé par ces anges gardiens. Donc je suis certain qu'elle va réussir parce que elle va être protégée. Donc merci beaucoup pour ce reportage, parce que ça donne envie, effectivement, d'écouter, de s'écouter au fond. Hein. C'est ça que nous raconte Marc à chaque fois, c'est que beaucoup de gens rêvent de changer de vie, mais ça fait peur. Le changement fait peur. Et donc l'idée, c'est de s'écouter, de ne pas avoir peur. Et c'est pas, elle a dit, hein, j'ai retenu, c'est pas facile. Là, c'est ça. En fait, quand on change de vie, moi j'ai l'impression, et peu importe, hein, là c'est une situation où elle est un peu privilégiée, mais on a reçu des personnes qui avaient fait un moulin ou des biquettes. À chaque fois, c'est les peurs qui viennent. Pas fait les biquettes, pardon. Qui faisaient du fromage de biquette. Elle les considérait comme ses filles, donc c'est. Et du coup, c'est ça. Au départ, on voit les peurs, c'est ça qui vient en premier. Puis après, si on lise toutes les peurs, il y a un moment quand même, on se rend compte qu'on est aussi des êtres créatifs. Et quand on se lance, souvent j'ai l'impression que c'est en marchant aussi que le chemin s'ouvre. Et une fois qu'on fait ce chemin, on se rend compte qu'en effet, il y a de la solidarité, il y a des gens qui vous aident parce que vous êtes sur votre chemin. Et ça, je pense que c'est quelque chose en France, en tout cas, on ne pousse pas forcément assez les gens à s'écouter, à se dire peut-être j'ai une raison d'être, j'ai envie de faire quelque chose, et de se donner les moyens de faire le premier petit pas. Et ne pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec, c'est juste la preuve qu'on a essayé. C'est quelque chose qu'on aime bien marteler. Bon, merci les camarades. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous Merci à d'être vous. venus. Donc le potager de mon grand-père, on ira sur le site pour voir où sont les projections, mais franchement là maintenant ils m'ont donné méga Mais envie. à voir. De voir et de Moi, faire j'ai un fait 3 potager. fois. Et de faire un potager, j'en rêve, j'ai des tonnes de bouquins de jardinage, vous savez quoi, et je me dis, il faut que j'ai le temps, il faut que je fasse un petit changement de vie. Bon, merci beaucoup, franchement, merci beaucoup à vous trois, merci pour la confiance, Jérôme Arnaud, parce que je sais que vous allez le dédicacer à Brigitte, n'oublie pas que je t'aime, d'accord, avant que le film arrive sur les écrans, donc c'est l'histoire vraie, hein, c'est l'histoire vraie de Jérôme Arnaud, et puis ce livre qui vient de sortir, c'est La vie ou l'amour, et là, effectivement, c'est quelqu'un qui refait tous les scénarios, et si elle n'avait pas disparu, qu'est-ce qui se serait passé? Merci, sincèrement, merci pour la confiance. Merci d'être venu. Et moi, j'aime bien terminer par cette phrase d'un poète qui a dit « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, lundi vous serez bouleversé par le témoignage et le combat de Karen Ayache, une mère qui s'est battue pour sauver la vie d'Ornella, sa fille atteinte d'une maladie neurodégénérative mortelle. Une victoire contre la fatalité qu'elle tient aujourd'hui à partager. Le médecin qui me suivait procède à l'examen clinique d'Ornella et les résultats ne sont pas bons. On comprend que c'est une maladie qui va complètement brûler le cerveau de notre fille, quoi. On a reçu l'autorisation d'administrer un produit thérapeutique et d'un seul coup, l'apaisement est arrivé dans cette maison et c'était génial.